Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de Pierre et Placement. J'ai aujourd'hui convié Damien Cornu, qui est le responsable de l'ingénierie patrimoniale de Viplus. Je l'ai invité pour nous parler effectivement de la loi fiscale 2018 qui a été votée fin décembre 2017. Et on va revenir sur le prélèvement forfaitaire unique et voir quel est l'impact que cela a et surtout sur l'assurance vie. Donc je vais laisser Damien présenter cette nouvelle loi. Un peu dans le détail. Merci François, bonjour à tous. Alors effectivement, on va revenir assez rapidement sur le prélèvement forfaitaire unique et son application et ses impacts sur la loi sur l'assurance vie pour 2018. Alors pour bien comprendre où on va et quels sont les objectifs de cette réforme, je trouve ça intéressant de faire le point sur quel était au départ l'objectif premier visé par le gouvernement. Et c'est vrai que l'objectif était d'éviter les biais comportementaux qui résultaient uniquement d'un choix de produits basé uniquement sur la fiscalité. Donc, l'idée sous-jacente, c'était d'aligner cette fiscalité de tous les produits de placement, au sens large du terme, pour éviter que les épargnants ne choisissent un produit plutôt qu'un autre, tout simplement sur l'avantage fiscal qu'ils procurent. Alors, est-ce que ça va atteindre cet objectif? On le saura dans quelques mois. Mais en attendant, on peut essayer déjà d'étudier les principaux impacts de cette réforme. Alors, tout d'abord, est-ce que ça vise l'ensemble des revenus que peut percevoir un contribuable? Pas tout à fait, même si c'est relativement large. Alors, ce qu'on voit sur le support, c'est que ça vise aujourd'hui cette flat tax ou ce prélèvement forfaitaire unique, c'est la même chose. Ça vise tous les intérêts des livrets ou des comptes à terme, ça vise tous les revenus de capitaux mobiliers au sens large du terme, c'est-à-dire les dividendes pour ceux qui en perçoivent, les plus-values de cession de valeur mobilière, et puis les produits issus du rachat de contrats d'assurance vie ou de contrats de capitalisation, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je précise juste dès le départ que ne sont pas visés par ce prélèvement forfaitaire unique les revenus fonciers et les plus-values immobilières, et puis un certain nombre de revenus ou de produits qui avaient des enveloppes un peu spécifiques, tels que le PEA ou le plan d'épargne retraite populaire, le PERT. D'accord. Alors, je rappelle en introduction que ce prélèvement forfaitaire unique va viser effectivement l'ensemble des revenus qu'on vient de citer. Pour autant, chacun des contribuables bénéficiera d'une option continuera à bénéficier d'une option, à savoir sortir de ce prélèvement forfaitaire unique pour intégrer les produits qu'il aura perçus dans son impôt sur le revenu. Donc cette option, elle continuera à être accessible à chacun des contribuables et ce sera une option globale, c'est-à-dire que l'ensemble des produits ou des revenus qui normalement sont visés par le prélèvement à la source pourront être intégrés dans le barème de l'impôt sur le revenu de chacun des contribuables s'il estime que c'est plus avantageux pour lui. Voilà, donc c'est une option globale, mais qui existe toujours et qui existera toujours. Alors maintenant, sur l'assurance vie, prélèvement forfaitaire unique et assurance vie, est-ce que c'est visé? Oui, on l'a dit. À partir de quand? C'est pour tous les rachats effectués à compter du 1er janvier 2018. Donc ça, c'est la première date à retenir, mais maintenant, on a passé ce cap, donc on sait que c'est tous les rachats depuis cette date qui sont visés. Et puis, ça vise spécifiquement l'ensemble des produits qui sont attachés à des primes qui auront été versées sur les contrats après une date que nous a donnée le législateur, qui est le 27 septembre 2017. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les contrats d'assurance vie sur les primes qui ont été versées avant le 27 septembre 2017, qui correspond à la date, à peu de choses près, à la date de publication du projet de loi de finances, les primes qui ont été, les produits attachés aux primes versées avant cette date conservent la fiscalité que l'on connaissait avant sur l'assurance vie. Donc on s'intéresse aujourd'hui et la réforme ne vise que les produits des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Donc ça c'est important. Il y a une notion de seuil que beaucoup ont pu lire dans la presse et sur lequel on reviendra pour tous les rachats effectués sur les contrats au-delà de 8 ans. Et on va y revenir. Et puis, à quel taux, quel est le taux de ce prélèvement forfaitaire unique? Ce taux est fixé, alors dans la presse on dit 30%, effectivement, l'annonce du gouvernement c'est bien 30%, mais il faut dissocier le fiscal qui est à 12,8 et les prélèvements sociaux qui sont à 17,2, l'ensemble faisant 30%.
Alors, je passe rapidement sur la logique de cette réforme. Ce qu'il faut bien voir, et comme je le disais juste avant, sur les produits issus des primes versées avant le 27 septembre, rien ne change. C'est-à-dire qu'on reste strictement sur la fiscalité de l'assurance vie que l'on connaissait auparavant. Donc, pour tous les clients qui possèdent aujourd'hui des contrats d'assurance vie sur lesquels ils n'ont pas fait de nouveaux versements depuis le 27 septembre 2017, rien n'a bougé. Donc, je rappelle rapidement qu'on avait deux dates charnières, c'était 4 ans et 8 ans sur les contrats d'assurance vie. Sur un rachat avant 4 ans, on avait par principe l'intégration des produits dans le barème de l'impôt sur le revenu, ou sur option un prélèvement forfaitaire unique qui était à 35. Entre 4 et 8 ans, si le rachat était effectué entre 4 et 8 ans, on était à un prélèvement forfaitaire à 15%, toujours à la possibilité d'intégrer dans le barème de l'impôt sur le revenu si on le souhaitait. Et puis, au-delà de 8 ans, le contribuable était imposé sur la fraction de produits rachetés à hauteur de 7,5% avec un abattement, l'abattement qui dépendait de la situation du titulaire du contrat, selon qu'il était marié ou célibataire, marié ou pacsé d'un côté ou célibataire de l'autre. Cet abattement pouvait être était de 4 600 euros ou 9 200 euros. Et tu me confirmes, en fait, maintenant, avec cette nouvelle loi, on regarde la mécanique du retrait, c'est-à-dire quand on fait un retrait, il est considéré qu'il y a du capital et des intérêts, et c'est la partie intérêt est fiscalisée. Absolument. Ce qui a changé, c'est vraiment la partie fiscalité, mais la partie détermination de l'assiette fiscale ne change pas. Donc, quand on effectue un retrait sur son contrat d'assurance vie, ce qui est fiscalisé, ce n'est pas le montant du retrait, du rachat, mais bien la fraction d'intérêt qui est rachetée et qui est comprise dans ce rachat. Donc, c'est comme un gros gâteau, on découpe, on a une part de pâte, puis une part au-dessus, éventuellement, de meringue. C'est la même logique. On rachète une part de capital et une part d'intérêt. Et uniquement, c'est seulement la partie intérêt qui est fiscalisée. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait avant. Sur ce qui a changé, et cette loi de finances, qu'est-ce qu'elle a changé? C'est sur les produits issus des primes qui ont été versés après le 27 septembre, c'est ce qu'on disait en introduction. Dorénavant, sur ces produits-là, l'administration fiscale il n'y a plus qu'une seule date charnière à retenir, c'est les rachats effectués soit avant 8 ans, soit après 8 ans. Un contrat d'assurance vie sur lequel on effectue un rachat entre 0 et 8 ans, encore une fois, sur les produits issus des primes versées après le 27 septembre, on sera sur cette flat tax à 12,8%, plus les prélèvements sociaux, ce qui fait 30 au global. Maintenant, si on fait un rachat sur un contrat sur lequel il y a eu des primes versées après le 27 septembre 2017 et qu'on fait ce rachat après 8 ans, après le 8e anniversaire du contrat, à ce moment-là, il y a une petite subtilité puisque l'administration fiscale a mis en place un seuil. Ce seuil, c'est 150 000 euros. Si on est en dessous de ce seuil de 150 000 euros, on sera taxé à 7,5. Si on est au-dessus de ce seuil de 150 000 euros, on sera taxé à 12,8. Plus les prélèvements sociaux, encore une fois. Donc, c'est vraiment cette notion de seuil qui fait que, pour le contribuable, ce qui coûte aujourd'hui un petit peu plus cher, c'est le rachat effectué sur un contrat après 8 ans, encore une fois, sur les produits issus des primes versées après le 27 septembre, mais uniquement pour les contribuables qui dépassent ce seuil de 150 000 euros. Alors, ce seuil de 150 000 euros, encore faut-il... Est-ce que c'est valable par personne ou c'est par foyer fiscal? Alors, c'est la bonne question. Ce seuil de 150 000 euros, encore faut-il comprendre comment on l'appréhende et comment on le calcule. Alors, ce seuil de 150 000 euros s'apprécie par personne, puisque le législateur aujourd'hui nous dit qu'il s'apprécie par titulaire, bénéficiaire des produits, c'est-à-dire la personne qui va racheter sur son contrat et à qui on va payer cette prestation, ce rachat. D'accord. Donc, en fait, un couple marié avec 2 enfants, chacun ouvre son contrat et donc chacun a ce seuil de 150 000. Chacun a ce seuil de 150 000 euros pour la détermination de la fiscalité relative aux produits qu'il est en train de racheter sur son propre contrat. Donc ça, c'est effectivement important à comprendre. Alors, comment on le détermine? Ce seuil de 150 000 euros se détermine sur la base de l'ensemble des primes qui ont été versées sur l'ensemble des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance vie d'une personne. Si je prends l'exemple d'une personne qui a 3 contrats auprès de 3 compagnies d'assurance différentes, on va devoir regarder, pour apprécier ce seuil de 150 000 euros, les primes qui ont été versées sur chacun de ces contrats. Et je parle bien du montant des primes versées et pas du montant de la valeur des contrats, le montant des primes versées, pour apprécier ce seuil de 150 000 euros. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, mais qui, encore une fois, n'a d'intérêt
ou n'a d'utilité que pour un rachat effectué sur un contrat qui a plus de 8 ans. C'est-à-dire que ce seuil n'entre pas en ligne de compte pour des rachats effectués sur des contrats qui ont moins de 8 ans au moment du rachat. D'accord. Alors, la difficulté, c'est juste pour illustrer, mais la difficulté, c'est de déterminer justement quelle est la part de produits issus des primes versées avant le 27 septembre, la part de produits issus des primes versées après le 27 septembre, celles qui sont en dessous ou au-delà de ce seuil de 150 000 euros. Donc évidemment, c'est pas au client de faire cet exercice. Cet exemple illustre simplement le fait que c'est bien l'assureur qui va avec des formules qui nous sont données par l'administration fiscale, qui va se positionner sur les assiettes taxables et sur le taux applicable à chacune de ces assiettes. Donc encore une fois, ce n'est pas le client. Dans mon exemple ici, un client qui verse sur un contrat le 1er mars 2017, donc avant l'entrée en vigueur de la loi, qui reverse ce même contrat, et là on se projette en septembre 2020, et puis qui rachète en 2027, toute la difficulté de l'exercice, c'est de se dire quelle est la part de produits générés par les primes versées avant le 27 septembre, cette part de produits générés par les primes versées après le 27 septembre, et puis à quel taux elles vont être appliqués. Donc ça, encore une fois, c'est le rôle de l'assureur ou de l'administration fiscale de faire ce travail-là. Donc cet exemple illustre uniquement ce mécanisme, encore une fois avec des formules qui peuvent paraître complexes, mais qui nous sont données par l'administration fiscale, sur lequel je ne reviens pas parce que ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Ça, c'est vos systèmes informatiques qui traiteront. Ce sont les systèmes informatiques de l'ensemble des compagnies qui traiteront ces modalités et qui détermineront justement ces assiettes. Le contribuable n'aura pas à se positionner lui-même et à faire ses calculs, évidemment. Alors, au-delà de 8 ans, sur les contrats sur lesquels on effectue un rachat après le 8e anniversaire de ce contrat, ce qui est important de voir, tout à l'heure je parlais des abattements de 4 600 € ou 9 200 € sur l'assiette imposable lorsqu'on rachetait au-delà de 8 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces abattements de 4 600 ou 9 200 perdurent, c'est-à-dire que la nouvelle loi de finances ne les a pas supprimés. Que l'on fasse un rachat sur un contrat qui n'aurait que des primes versées avant le 27 septembre, ou que l'on fasse un rachat sur un contrat qui n'aurait que des primes après le 27 septembre, peu importe, à partir du moment où on fait un rachat au-delà de 8 ans, ces abattements de 4 600 ou de 9 200 € restent applicables pour le contribuable. Alors, de manière technique, c'est juste pour se rendre compte, parce que c'est sans doute un peu complexe à expliquer comme ça. Le client qui va effectuer un rachat auprès de sa compagnie d'assurance, est-ce qu'il va devoir se positionner? On l'a dit non, enfin déterminer lui-même les assiettes. On l'a dit non, c'est bien la compagnie d'assurance qui va le faire. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on va lui retenir en termes de fiscalité? Là, encore une fois, sur les primes, sur les produits issus des primes versées après le 27 septembre, l'administration fiscale nous simplifie la tâche en élargissant le champ de l'acompte. Donc l'assureur va retenir un acompte sur lors du rachat effectué par un client, et il va retenir quoi? Il va retenir 12,8 en fiscalité sur les rachats effectués sur des contrats de moins de 8 ans, et il retiendra 7,5% sur des contrats de plus de 8 ans, sachant qu'évidemment, le contribuable devra déclarer le montant ou l'assiette imposable dans sa déclaration d'impôt sur le revenu l'année suivante, et qu'il y aura éventuellement un correctif fait par l'administration fiscale. Ce n'est qu'un acompte ici. C'est la raison pour laquelle on n'est plus sur du prélèvement libératoire, mais bien ici sur un prélèvement forfaitaire unique. D'abord un acompte et ensuite un correctif dans la déclaration d'impôt. D'accord. Sur les non-résidents, pour être complet, sur les non-résidents, là aussi, l'administration fiscale finalement simplifie les choses. Alors, en préambule, ce qu'il faut bien voir, c'est que le non-résident peut opter pour l'application des dispositions d'une convention fiscale internationale. Donc, à partir de là, il y a autant de dispositifs qu'il n'y a de pays, puisque la France a signé avec un certain nombre de pays des conventions fiscales qui n'ont pas tous les mêmes dispositifs. Ce que l'administration fiscale ici nous donne comme règle, c'est pour les clients qui ne souhaiteraient pas ou qui ne solliciteraient pas l'application des dispositions de ces conventions ou qui habiteraient dans des pays avec lesquels la France n'a pas signé de convention. À ce moment-là, l'administration fiscale nous dit, vous, assureurs, compagnie d'assurance en France, vous retenez sur les produits issus de ce rachat, vous retenez un prélèvement forfaitaire unique de 12,8. Donc,
ce prélèvement forfaitaire, sera à 12,8, quelle que soit l'antériorité du contrat. Encore une fois, le client, s'il peut bénéficier, notamment parce que son contrat a plus de 8 ans, s'il peut bénéficier potentiellement d'un taux à 7,5, il doit en faire la demande auprès de l'administration fiscale pour se faire rembourser la différence. Sachant que je rappelle que pour les non-résidents, on n'applique toujours pas de prélèvements sociaux. Donc, sur les produits issus de ce rachat, il n'y aura pas d'application de prélèvements sociaux. En revanche, sur les rachats effectués sur des contrats de plus de 8 ans, le bénéficiaire non résident ne pourra pas bénéficier de l'abattement de 4006 ou 9002 qu'on évoquait tout à l'heure. Comme toujours. Comme toujours, ça n'a pas changé. C'est déjà quelque chose qui existait auparavant. D'accord. Voilà. Et puis, l'administration fiscale a imposé aux compagnies d'assurance de faire une information précise pour le contribuable et pour le client pour que ce dernier s'y retrouve. En gros, cette information récapitulera ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Bon. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, l'assurance vie garde toujours son avantage sur la partie succession, ça n'a pas été impacté. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est que la loi de finances aujourd'hui n'a impacté que la fiscalité rachat, donc en cas de vie, et que la fiscalité décès qu'on connaissait sur les contrats d'assurance vie, qui est avantageuse, n'a pas été impactée, donc n'a pas bougé. Donc aujourd'hui, évidemment, pour ceux qui utilisent le contrat d'assurance vie comme un vecteur de transmission, avec un objectif de transmission, cette fiscalité n'a pas été modifiée et conserve tous ses intérêts. On a le choix des bénéficiaires, on a un abattement de 152 500 € par personne, par bénéficiaire. Voilà. Donc ça reste très avantageux, sachant qu'à ça, on peut rajouter que, évidemment, le contrat d'assurance, c'est un contrat très souple, avec un accès à une offre financière qui peut être très importante. Et puis, l'avantage, c'est que, notamment, en termes de gestion du contrat, tous les arbitrages qui sont effectués, donc les transferts d'un fonds à un autre au sein du contrat, ne sont pas fiscalisés, ce qui le différencie toujours d'un compte titre. D'accord. Chaque nouvelle loi fiscale, en tous les cas où l'assurance vie est impactée, je me rappelle le 98, on disait est-ce qu'il vaut mieux pas ouvrir vos contrats pour ne pas diluer les anciennes et les nouvelles primes? Tu penses un peu par rapport à cette nouvelle loi? Alors, c'est effectivement toute la question, puisqu'en 98, on avait créé un nouveau compartiment. C'est exactement ce que vient de faire le législateur aujourd'hui. On a créé un nouveau compartiment sur les contrats d'assurance vie. Donc, la question qui se pose, c'est bien, est-ce que je reste sur mon ancien contrat pour reverser ou est-ce que j'en ouvre un nouveau? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de réponse standard à faire. Évidemment, le fait d'orienter ces versements sur un nouveau contrat permet de piloter la fiscalité et surtout de cloisonner ces différents compartiments en termes de fiscalité. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que l'impact, comme on l'a fait, est surtout important pour les personnes qui ont déjà dépassé ou qui, de par leur nouveau versement, vont dépasser le seuil de 150 000 €, puisque, encore une fois, je rappelle hein, sur les tableaux qu'on a vus au départ, et on pourrait y revenir, avant 8 ans, finalement, cette flat tax ou ce prélèvement forfaitaire unique est plus avantageux que ce qu'on connaissait avant en termes de prélèvement forfaitaire libératoire. Il y a un prélèvement forfaitaire à 15, un autre à 35, plutôt à 35 et un autre à 15. Aujourd'hui, on est à 12,8 sur les 8 premières années du contrat. Donc, évidemment, c'est plus avantageux. Donc, là où il y a un impact concrètement, c'est pour les rachats sur les contrats de plus de 8 ans, notamment pour ceux qui ont dépassé ce seuil de 150 000 €. Donc là, la question se pose et on peut effectivement préconiser l'ouverture de nouveaux contrats. Encore une fois, ça s'analyse au cas par cas. D'accord. Et donc, avec cette nouvelle loi de finances et cette taxe, qu'est-ce que tu penses de l'assurance vie? Comment elle se place par rapport aux autres placements financiers? Alors, c'est ce qu'on vient de voir. L'idée de cette réforme, c'était d'aligner la fiscalité pour que finalement le client qui aurait le choix entre différents vecteurs d'investissement n'oriente pas le choix en fonction du seul critère de la fiscalité. Maintenant, on voit bien, et on vient de le rappeler, que le contrat d'assurance vie, si on le compare par exemple à un compte titre, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de fiscalité rachat, si on la compare à la fiscalité des dividendes ou à une fiscalité des plus-values de cession,
on sera sur cette même taxe à 30. Donc on peut se dire c'est équivalent. Et aujourd'hui, le contrat d'assurance vie et compte titre, c'est la même chose. Maintenant, on va voir que le contrat d'assurance vie présente d'autres avantages, notamment en termes de transmission, comme on l'a rappelé, notamment en termes d'arbitrage, qui ne sont pas fiscalisés. Voilà. Donc, évidemment, ça rapproche un petit peu ces différents vecteurs d'investissement. Pour autant, ils sont à appréhender de manière différente, avec une approche différente, et je pense qu'ils restent complémentaires. Et avec cette nouvelle taxe, comment se place l'assurance vie par rapport à l'immobilier, par exemple? Alors, par rapport à l'immobilier, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, l'immobilier, hein, on en a parlé un tout petit peu au début, mais revenus fonciers et plus-value immobilière ne sont pas du tout impactés par la flat tax. Donc aujourd'hui, évidemment, comparé de l'immobilier qui est plus à vocation génération de revenus à de l'assurance vie qui parfois s'analyse plus en vecteur de transmission ou objectif de capitalisation d'un capital. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas les comparer, ça reste deux produits ou deux vecteurs d'investissement qui sont tout à fait, qui présentent des avantages dans les deux cas et qui restent tout à fait complémentaires. D'accord. Donc, tu me confirmes qu'aujourd'hui, l'assurance vie reste toujours le placement préféré des Français et avec cette nouvelle loi, il le restera encore quelques temps. Et ça reste un véhicule ou un produit de placement qui est très intéressant. Est-ce que c'est le préféré des Français? Bon, je l'imagine, je l'espère. En tout cas, est-ce que ça restera longtemps aussi? On l'espère. Mais aujourd'hui, le contrat d'assurance vie, en tout cas, présente un certain nombre d'avantages qu'on ne retrouve pas sur d'autres types de produits. Voilà. Bien, écoutez, je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers respectifs si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant. Merci pour votre présence. Au revoir. Au revoir.